bienvenue dans ce webinaire. L'idée, c'est de présenter de suivre le partenariat qu'on a avec le RESA et de vous présenter l'accès au marché. Du coup, juste pour faire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas Digital 113 ou qui ont juste entendu parler, je remets le contexte. Donc, Digital 113, c'est un cluster pour les entreprises du numérique. On a deux bureaux, un à Toulouse, un à Montpellier. Donc, on est sur tout le territoire de l'Occitanie. Et l'idée, c'est de créer des événements pour nos adhérents, pour créer du lien, pour trouver du business in fine pour nos adhérents. Et c'est aussi toute la partie innovation, croissance, business, la partie aussi internationale. Et du coup, là, on est dans le cadre de la partie innovation, santé et sur notre programme Digital is Future. L'idée, c'est dans ce programme de Digital is Future, c'est de pouvoir aussi euh, être sur la partie transformation numérique des filières. Et du coup, on a fait dans le cadre du programme sur la partie santé une conférence le 10 février. Et du coup, vous retrouverez l'audio euh, sur en- sur les plateformes type Spotify euh, et sur la newsletter Digitalis Future. La thématique était sur l'intégration de l'IA générative en santé, un regard croisé de soignants et institutions de recherche. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélien pour nous présenter toute la partie. Donc, Aurélien Sève qui va se présenter, qui est responsable innovation santé au RESA. Voilà, Aurélien, je te laisse la main. Oui. J'étais un peu vite, mais voilà. Non, ben, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. En effet, moi, je m'appelle Aurélien Sèvres, je suis responsable innovation au sein du RESA. On a un centre de l'innovation que je vais également vous présenter. Et je suis ravi de faire cet atelier de sensibilisation, en tout cas cette présentation relative au marché public, à la commande publique et pouvoir vous donner des bases sur ce qui peut être pris en compte dans le développement de votre entreprise afin de faciliter un accès au marché lorsque ça concerne les établissements publics. Et surtout, c'est notre premier atelier dans le cadre de notre partenariat, alors qui existait depuis un certain nombre d'années, mais qu'on a renouvelé récemment avec une nouvelle dynamique. Et donc, je suis ravi ça s'inscrive au long terme et de pouvoir partager ces informations avec tout l'écosystème d'Occitanie et les adhérents de Digital 113. Parfait. Alors, je vais passer par la phase de partage d'écran. Est-ce que vous voyez ou pas du tout? Non, j'ai Pas encore. pas encore. Voilà, faut que je clique sur Ça arrive. partager, ce sera mieux. Est-ce que c'est bon de votre côté? Très bien, très bien. Ouais. Bon, bah écoutez, on va pouvoir débuter. Alors, j'ai appelé atelier sensibilisation à l'achat public. C'est un atelier dans lequel on va pouvoir aborder différents sujets. Je dis on, mais parce que n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. L'idée, c'est que ce soit pas que descendant, mais que vous puissiez également interagir entre vous ou avec moi, évidemment. Euh, Tu vois, avec Nadège. Ouais. Benjamin souhaite intervenir. Non, ah, c'est le micro Non, qui je n'est pas. pense que pas coupé. D'accord. Euh, donc, sans plus attendre, je vous propose de débuter avec voilà, une première slide qui pose un peu le décor et enfin de vous montrer et de vous demander ce qui, selon vous, peut être le point commun entre tous ces éléments. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris là quand je la passe. Oui, Non. Ouais. Ok, donc on oui. voit qu'il y a des médicaments, des masques, des salles de bloc opératoire, des logiciels, de la logistique, du matériel informatique, transport, du matériel de biologie. Bon, on voit qu'on est quand même dans le monde de l'hôpital, c'est pas si étonnant. Des travaux, salle de restauration, une chambre, du matériel de nettoyage, des contrats d'énergie. Donc, quel pourrait être le point commun entre toutes ces images, à part que on se situe au sein de l'hôpital?
Eh bien, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour dresser voilà, la base et avoir un cadre commun. C'est donc pour être disponible et utilisé par les médecins et pour les patients, tous tous ces produits doivent être achetés, évidemment. Ils doivent être achetés avec de l'argent public, puisqu'on va parler d'hôpital public. Or, pour être achetés, les hôpitaux publics doivent respecter ce qu'on appelle le code de la commande publique. Donc, je pense que voilà, je mets les pieds dans le plat, c'est un peu grossier, mais j'aime bien rappeler que là, quels que soient les produits qu'on retrouve au sein d'un établissement public, en l'occurrence un hôpital, il faut respecter le code de la commande publique pour pouvoir être acheté. En effet, on utilise des deniers publics, nos impôts, l'argent de nos impôts. Donc, on va s'appuyer sur ce code et voilà, en guise d'introduction, c'est ce que je voulais vous rappeler, c'est que on va parler aujourd'hui de code de la commande publique, mais on va essayer de pas rentrer dans les aspects trop juridiques. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'avoir une vision globale et de sensibiliser. Et donc, voilà comment ça va se dérouler dans le cadre de cette présentation. Une petite introduction. Je vais vous présenter quand même ce qu'est le RESA. Voilà. Ensuite, on va pouvoir dresser les grandes lignes de ce qu'est le code de la commande publique. Et ensuite, on va parler achat d'innovation à travers le code et aussi à travers de ce que propose le RESA dans son centre de l'innovation par les achats. Et enfin, on va finir sur des techniques d'achat d'innovation, de solutions numériques, ce qui, je pense, va vous intéresser plus particulièrement. Euh, pour débuter, un chiffre, un premier chiffre, c'est 233,2 milliards d'euros. Alors, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Ce chiffre, c'est le montant des achats publics en France en 2025. Là, on parle pas, on parle de l'ensemble du volume d'achat public en France en 2025. Et si on focus un peu plus sur les achats hospitaliers, alors c'est en 2024, pardon, le montant est de 42,6 milliards d'euros. Des données qui ont été issues de, euh, de la collecte d'informations relatives à peu près 20 000 marchés publics, donc qui représentent plus de 40 milliards d'euros d'euros dépensés en achat public. Donc c'est pas négligeable. C'est forcément un montant qui doit résonner chez vous comme de potentiel part de marché, ou en tout cas des marchés qui peuvent être disponibles, ou en tout cas des montants dépensés chaque année par les hôpitaux, et donc toujours relatifs au code de la commande publique. Pour débuter, toujours, on parle d'hôpitaux publics. Alors, en France, il y a plus de 135 GHT, groupements hospitaliers territoires. Il y a quasiment 3000 hôpitaux, dont 1338 hôpitaux publics. Voilà de quoi on parle. On parle aussi d'EHPAD et d'EHPAD publics. Il y en a plus de 3250. Vous avez compris que, en parlant de code de la commande publique, aujourd'hui, on ne va pas parler de cliniques ou d'établissements privés. Ces établissements privés, ces clients privés, n'ont pas à respecter le code de la commande publique. Donc là, on va parler de ces hôpitaux publics et d'un montant de 40 milliards d'euros. Donc de quoi parle-t-on? L'achat public, c'est donc l'ensemble des achats réalisés par l'État, les collectivités territoriales et certains organismes publics. Et le code de la commande publique, c'est le cadre juridique qui vient régir ces achats pour garantir transparence, concurrence et bonne utilisation des fonds publics. Pourquoi c'est important? Eh bien, de manière économique, l'idée c'est d'optimiser les dépenses publiques, éviter le gaspillage. Il y a un caractère éthique, lutter contre la corruption et garantir une concurrence loyale entre les différents acteurs économiques. C'est aussi stratégique. Il y a aussi une possibilité, le code de la commande publique, en l'utilisant, d'encourager l'innovation, de soutenir les PME lorsque c'est utilisé à bon escient. Et enfin, au sein du code de la commande publique, il y a aussi des critères environnementaux et sociaux qui doivent être promus via des achats responsables, en intégrant des critères écologiques et d'insertion sociale. Alors, comment ça marche? Là, cet achat public, et notamment en santé. Ce que je veux vous présenter de manière assez schématique, c'est qu'il y a différentes manières pour notamment un hôpital public de respecter le code de la commande publique et de réaliser ses propres achats. Il peut le faire en propre, c'est-à-dire il peut acheter directement.
Au sein des établissements publics, notamment des hôpitaux publics, il y a des cellules marché, des cellules achat. Il y a des acheteurs qui sont salariés de ces hôpitaux. Et ils peuvent acheter directement à vous, fournisseurs de solutions. Comment est-ce possible? Eh bien, ils peuvent contractualiser de gré à gré directement avec vous, dès lors que le seuil des 40 000 euros, c'est le premier seuil établi par le code de la commande publique, à partir du moment où ce seuil n'est pas atteint, eh ben, ils peuvent acheter directement sans mise en concurrence et sans publicité. C'est la première possibilité. Donc, l'hôpital peut acheter directement un fournisseur. Deuxième possibilité, un hôpital peut décider de lancer son appel d'offres, son marché public directement euh, à travers sa cellule achat. Et sachez que depuis 2016, il existe les groupements hospitaliers de territoire. Donc, les 1330 établissements publics sont rassemblés autour de 135 GHT. L'idée, c'est de mutualiser certaines fonctions support, notamment la fonction achat. Donc souvent, sachez-le, lorsque vous souhaitez vendre un hôpital, il est possible que cette structure, cet hôpital, fasse partie d'un GHT et que parfois, cet hôpital en question n'ait pas la capacité d'acheter en direct, mais qu'ils doivent se référer à son établissement support qui a, lui, cette capacité d'acheter. Il y a la mutualisation au sein de ces GHT. Donc ça, vous l'avez compris, c'est quand l'hôpital décide de respecter le code de la commande publique tout seul, évidemment, et d'acheter par lui-même, en direct, ou en lançant son propre appel d'offres. Or, comme un hôpital doit respecter le code de la commande publique sur l'ensemble des produits qu'il va acheter, ça fait quand même beaucoup de temps à consacrer, beaucoup de procédures à lancer, c'est un peu chronophage et ça demande beaucoup de ressources. Donc, un hôpital peut décider aussi de passer par un autre vecteur pour acheter, notamment via une centrale d'achat. Et lorsqu'on parle de centrale d'achat, ça peut être via une centrale d'achat locale ou régionale. Il existe des groupements de commandes, des centrales d'achat locales, régionales, à travers des structures qu'on retrouve comme des GCS qui sont régionalisées, ou bien comme la PHP qui a sa propre centrale d'achat. Ça, c'est la première possibilité. Mais il est aussi possible de passer par une centrale d'achat nationale. Et là, c'est le cas notamment du RESA ou d'autres centrales comme l'UGAP ou UniAchat. Et c'est ce que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Mais auparavant, les principaux enjeux en matière d'achat public, eh bien, c'est le fait que les montants des achats, ils augmentent continuellement, qu'il y a un risque juridique, une responsabilité. On parle de code, donc forcément, il y a des normes et des règles à respecter. Quand on parle d'achat public, il y a tout un cadre et une temporalité à respecter. Lancer un appel d'offres et évaluer les offres jusqu'à la notification du marché, ça peut prendre 9 mois en moyenne, parfois un peu moins, parfois plus de temps. Il y a un besoin de compétences et d'expertise pour chaque domaine. Lorsqu'il y a un appel d'offres pour qui est lancé sur des contrats d'énergie ou pour acheter des médicaments, on voit bien que ça ne répond pas à un même besoin et du coup, lorsqu'on va rédiger un cahier des charges, eh bien, c'est pas la même manière de le faire. Il y a une responsabilité sociale et écologique avec des clauses particulières qui doivent être intégrées. C'est bien beau de lancer un appel d'offres, mais il faut en suivre l'exécution pendant toute la vie du marché. Un impact fort aussi, c'est assurer la sécurité et la chaîne d'approvisionnement des produits. On l'a vu pendant le Covid avec toute la question des masques, l'approvisionnement en masques ou en blouse. Voilà. C'était un cas vraiment très particulier, mais c'est le quotidien des hôpitaux ou des établissements publics. Comment s'assurer que les produits achetés sont bien livrés à temps et qu'il y ait une maintenance et un suivi réalisé. Et évidemment, un contrôle de la gestion financière des achats. Comment s'assurer que les achats rentrent bien dans les lignes budgétaires et qui sont faits de la meilleure manière possible, notamment en respectant les aspects budgétaires. Je sais pas si c'est bon pour vous, ce petit panorama introductif, si c'était pour bien poser les bases. Euh, Merci, je vais réafficher les quatre options. Alors c'est de manière très schématique, hein. Mais donc, quoi qu'il en soit, chez les établissements publics, soit ils achètent en propre. Quand c'est en dessous de 40 000 euros, ils peuvent contractualiser de gré à gré avec le fournisseur. Soit ils peuvent lancer leur propre appel d'offres, à condition d'avoir la structure en interne, d'avoir le temps et les compétences. Soit passer par des centrales d'achat, qu'elles soient locales ou bien nationales. Voilà en gros de manière schématique.
Alors, je me suis présenté, Aurélien du RESA. Donc, qu'est-ce que c'est que le RESA? On est donc une centrale d'achat nationale sous la forme d'un groupement d'intérêt public. On existe depuis 2007. C'est en gros un décret ministériel qui nous a donné, qui a créé le RESA et qui nous a donné cette compétence. Et l'objectif, c'est de lancer des appels d'offres afin de référencer des solutions et les proposer aux établissements publics. Et donc, via cette mutualisation, cette professionnalisation des achats, ça permet donc aux pouvoirs adjudicateurs, donc les pouvoirs adjudicateurs sont les structures qui doivent respecter le code de la commande publique, euh, d'acheter plus simplement. Et nous, on agit dans le secteur sanitaire, médico-social et social pour les établissements publics, et également les établissements privés à but non lucratif, qui n'ont pas une obligation absolue de respecter le code de la commande publique. Mais nous, en tout cas, on peut leur proposer nos marchés afin de faciliter leur achat ou de sécuriser leur achat. Et l'idée, c'est en mutualisant ces achats, en étant une centrale d'achat mutualisée, c'est aussi de pouvoir jouer sur la performance des achats individuels et collectifs, c'est-à-dire, pour être un peu caricatural, de proposer des solutions avec des prix plus avantageux pour les établissements. Aujourd'hui, on est une équipe de 220 salariés, principalement basés à Paris, mais on a également des délégués régionaux, une dizaine, voilà, notamment en Occitanie. Et parmi notre équipe de 220 personnes, on a beaucoup d'acheteurs, donc qui ont lancé des marchés, qui ont cette connaissance. Beaucoup une équipe juridique aussi très au fait de toute l'actualité et de la contractualisation, notamment en matière de marché public. Aussi une équipe support qui vient accompagner la mise en place des marchés, le suivi d'exécution. Et derrière, on a des collègues qui sont aussi pharmaciens, ingénieurs biomédicaux, spécialistes de la RSE ou des fonctions un peu transverses sur l'innovation ou la logistique. Quelques chiffres sur ce que fait le RESA, notre centrale. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 4200 établissements publics qui sont soit des hôpitaux, donc je l'ai déjà évoqué, des CH, des CHU, mais également on va travailler avec les établissements sanitaires, donc des EHPAD publics, des établissements médico-sociaux. On travaille avec les pompiers, avec des bailleurs sociaux, avec des collectivités territoriales. Donc nous, le réseau, en fait, on lance des marchés, on référence des solutions et derrière, on les met à disposition auprès de tous ces établissements publics qui ont un lien avec la santé, le sanitaire, le social et le médico-social. Donc ça, c'est assez important de le noter puisque on travaille pas que avec les hôpitaux. Et donc les solutions que vous développez potentiellement, si elles sont référencées au RESA, elles peuvent être acquises par des collectivités territoriales, des agences de santé, des ministères, des ARS, des pompiers, des EHPAD publics, des hôpitaux. Donc on a un spectre d'acteurs qui peuvent bénéficier de marché très très large. Quelques chiffres, l'an passé, euh, les établissements publics sont passés par le marché pour une acquisition qui représente un volume d'achat de plus de 3 milliards 300 millions d'euros. C'est un chiffre qui est vraiment en constante évolution et en constante croissance à plus de 10% chaque année. On travaille avec plus de 1000 fournisseurs, 1000 industriels qui ont remporté des marchés et on propose plus de 6000 marchés euh, à tous ces acteurs de établissements publics en lien avec la santé. Donc, je vous l'ai dit, on a un spectre très large au niveau des établissements qui peuvent passer par le marché. Et on a aussi 12 familles d'achat, 12 verticales, où on va proposer donc des médicaments, des produits de biologie, des produits liés à l'environnement du patient, des dispositifs médicaux, mais également des services d'hôtellerie, de restauration, de services généraux. On a des contrats de travaux sur le bâtiment, contrats d'énergie, qui est un gros coût pour les établissements. On a une équipe dédiée à la logistique, aussi à la mobilité, donc achat de véhicules. Et ensuite, tout ce qui est numérique, télécom, infra-télécom, ça c'est un pan très important des marchés qu'on propose, puisque c'est aujourd'hui près d'un cinquième de nos marchés et de notre volume achat. On a également des services. Voilà, on travaille avec des cabinets de conseil, AMO, AMOA, services RH, conseil, finance,
audit préalable, tout ça, ça fait partie des contrats qu'on peut aussi mettre à disposition pour nos bénéficiaires, les établissements publics qui travaillent avec nous. Donc, on a des experts sur chacune de ces verticales et on propose des marchés sur l'ensemble de ces thématiques. Au-delà de la centrale d'achat du fait de lancer des appels d'offres et de les proposer à nos adhérents, on a un centre de ressources et d'expertise qui nous permet d'organiser des événements annuels, notamment nos journées achats et logistique. Et on propose aussi des formations. On est labellisé Calliope. Donc on propose des formations sur la commande publique, aussi bien aux hôpitaux, on a d'une cinquantaine de formations chaque année, mais également aux industriels. Donc, pour mieux répondre à un appel d'offres, mieux comprendre les contraintes juridiques, mieux savoir comment faire vivre son marché, se positionner. Donc, on est certifié Calliope et on propose une cinquantaine de solutions chaque année euh, aux établissements, aux hôpitaux et aux industriels. On publie aussi des guides sur l'achat, sur la logistique, sur des solutions qu'on met à disposition. Donc, c'est des guides gratuits téléchargeables. Et on a également trois journalistes qui sont salariés RESA et qui animent et alimentent un site internet qui s'appelle achat-logistique.info euh, qui donne de l'information sur de l'actualité liée à la commande publique, liée à des acheteurs, liée à des besoins, liée à des retours d'expérience, ce qui nous permet aussi d'avoir aussi des remontées terrain et faire des focus sur des grandes actualités juridiques, réglementaires ou des innovations à venir. Sur le RESA également, vous indiquez qu'on est membre fondateur d'une association européenne des centrales d'achat qui regroupe 11 centrales d'achat en Europe auprès de 10 pays, et ce qui nous permet donc depuis près d'une dizaine d'années de partager nos expériences avec nos collègues européens, d'avoir des retours d'expérience, également de monter des groupes de travail stratégiques afin de toujours partager ces expériences, de faire du lobbying ou en tout cas de remonter des besoins et des bonnes pratiques auprès des institutions européennes, d'organiser des événements et également de se positionner sur des appels d'offres, des appels à projets, pardon, européens. On est nous-mêmes partenaire de plusieurs appels à projets européens. On a une équipe de 4 personnes au sein du RESA qui travaille là-dessus afin de répondre à ces appels à projets, travailler de concert avec d'autres centrales d'achat ou d'autres types d'acteurs. Donc voilà, on est aussi nous-mêmes impliqués dans des projets européens. On a l'habitude de répondre à des appels à projets européens. L'idée, c'est de faire valoir ce qu'est la commande publique et aussi d'avoir une influence auprès de différentes typologies d'acteurs en Europe. Pour finir sur le RESA, les bénéfices de solliciter une centrale d'achat, en fait, nous, on fait l'intermédiation, on est un intermédiaire entre plus de 4000 acteurs publics et des industriels. On a une expertise puisque on a des experts sur chacune des verticales que j'ai présentées. C'est un gain de temps, aussi bien pour un hôpital puisqu'il peut passer par le marché sans avoir à lui-même lancer sa procédure qui peut prendre jusqu'à 9 mois. Et il sait qu'en passant par un marché RESA, eh bien, il va être conforme au code de la commande publique. Aussi pour une entreprise, puisque le fait de gagner un appel à projet, un appel d'offres RESA, ça va lui permettre ensuite de proposer sa solution à l'ensemble des 4000 établissements adhérents du RESA. L'entreprise n'aura plus à répondre à chaque appel d'offres de chaque établissement. Il y a évidemment une sécurité juridique. Nous, nos acheteurs, ils ont respecté le code de la commande publique, donc comme une sorte de label conforme au code de la commande publique. Or, sachez-le, qu'un acheteur public dans un établissement, une de ses premières craintes, c'est vraiment d'être conforme au code et de pas avoir un recours d'un concurrent, d'un répondant ou de la Cour des comptes. Donc, via le RESA, il y a cette conformité, cette sécurité juridique qui est apportée. Le fait que nous, on lance au RESA un appel d'offres, forcément, une entreprise va vouloir se positionner et remporter le marché, et donc potentiellement accorder des prix plus avantageux.
pour se positionner de manière euh, à gagner le marché et pouvoir ensuite proposer son marché, enfin sa solution aux 4000 établissements. Donc pour un établissement, c'est quand même avantageux. Et enfin, on est un interlocuteur unique pour la gestion des devis, la passation des commandes et l'exécution des prestations. Sur tout ce qui est administration des ventes, c'est aussi un gain de temps pour les entreprises. Voilà pour une présentation succincte du RESA. Vous savez où vous vous situez. Très rapidement, je vais vous présenter les fondamentaux de la commande publique. Je vais pas rentrer dans les aspects trop juridiques parce que évidemment on a des formations là-dessus qui peuvent durer 2, 3 jours complètes. Mais donc je vais pas vous parler de CCAP, de CCTP, de BPU, de CCTG, de computation des seuils, de marché subséquent, de DUM. Voilà. Peut-être que pour certains c'est des termes qui vous parlent. Peut-être que pour d'autres ça vous donne envie de raccrocher tout de suite et d'aller prendre un café. Je le comprends, mais on aura l'occasion d'en reparler à travers d'autres formations. L'idée, c'est pas ça aujourd'hui, mais c'est juste de reprendre voilà des éléments de fondamentaux. Donc sur le code, répondre à voilà ce que dit le code, c'est pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures et de services. Un organisme public, donc État, collectivité, hôpital public, EHPAD public. Donc il est soumis au code de la commande publique. Je crois que je l'ai répété un certain nombre de fois. Ça doit commencer à rentrer un minimum. Euh, mais qu'est-ce qu'un marché public? Bon, quand même, parlons un peu juridique. J'ai cité cet article. Bah, c'est un marché, c'est un contrat qui est conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, entreprises, pour répondre à leurs besoins, donc en matière de travaux, fournitures et services, le fameux triptyque, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Alors, on parle donc de contrat, besoin et d'un prix. Si on parle ensuite des grands principes de la commande publique, eh bien, l'idée, hein, c'est toujours d'utiliser des fonds publics, hein, de l'argent public. Donc, en tant que citoyen, on est tous concernés, avec ces grands principes, la liberté d'accès, l'égalité de traitement entre les commandes, la transparence et l'utilisation efficace de ces données publiques. Liberté d'accès, bah, il faut que ce soit ouvert à tous les opérateurs économiques. Il faut aussi laisser la chance à chacun de pouvoir se positionner. C'est pour ça qu'on parle d'allotissement dans un marché. Par exemple, si le RESA lance un marché échographe, on va pas juste lancer un lot pour acheter un échographe. Potentiellement, il existe différents types d'échographes sur le marché. On va allotir de manière à ce que si c'est un petit échographe, un gros échographe avec tant de pixels, tant de portabilité, tant de telle interopérabilité, voilà. Il faut réfléchir à une stratégie, à un allotissement qui permette à différents acteurs économiques de se positionner. L'égalité de traitement, faut pas qu'il y ait de discrimination, faut qu'il y ait une mise en concurrence. Il faut que chacun puisse avoir les règles du jeu et se positionner de manière claire. Ça, c'est aussi lié à la transparence. Donc, il y a une publicité, une publication des procédures. Il y a des critères qui sont énoncés, c'est public, chacun doit avoir le même niveau d'information. Et le grand principe, c'est évidemment l'utilisation efficace des données publiques. Donc, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait le meilleur prix, le meilleure solution qui soit utilisée. Évidemment, il y a des cas où c'est pas toujours, ça peut être contesté, hein, on peut le voir parfois dans les actualités. Mais en tout cas, il faut que ce soit public, transparent et avec une utilisation efficace. Et, euh, et tous ces principes, c'est aussi évidemment pour éviter corruption ou ce type d'avantages qui seraient euh, dont certains auraient pu bénéficier. Je l'ai évoqué au départ, j'ai parlé de seuil. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il existe des seuils qui vont indiquer des degrés ensuite de procédures à respecter avec des degrés de difficulté, ou en tout cas de, de précision dans le code qui vont vous permettre de vous positionner avec des choix, enfin des règles à respecter pour les acheteurs qui vont être différentes selon ces seuils. J'ai parlé d'un seuil à 40 000 euros. En deçà de ce seuil, vous pouvez contractualiser de gré à gré. Enfin, l'acheteur peut acheter de gré à gré avec l'entreprise.
Sachez que ce seuil va être rehaussé à 60 000 euros au 1er avril, donc d'ici quelques jours. Alors, malgré le fait que cette possibilité soit ouverte aux acheteurs de contractualiser directement avec une entreprise, on se rend compte quand même que la plupart des acheteurs, ils aiment quand même passer par l'étape suivante, qui est le marché à procédure adaptée, le MAPA, et qui, dès lors, ce MAPA nécessite de lancer une procédure avec une publicité dans des bulletins officiels, avec une mise en concurrence, et donc un temps dédié à cette mise en concurrence, la rédaction de pièces de marché, des réponses, des évaluations, une notification, donc un temps beaucoup plus long. Et donc même quand on est en dessous des seuils de 40 000 euros et bientôt 60 000 euros, il n'empêche que souvent un acheteur préfère passer soit par une centrale d'achat, soit par euh, un marché avec une procédure. Mais voilà un peu des indications sur les seuils. Les grandes étapes, quand on parle d'un appel d'offres, quelles sont-elles? Eh bien, et pourquoi ça prend du temps? La première étape pour un acheteur, sachez-le, ça va être de préparer son appel d'offres. Il va devoir bien définir son besoin. Et pour cela, il y a tout un tas d'étapes qu'il va devoir franchir. Il va évidemment faire une veille, l'opportunité de lancer un marché. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle l'étape de sourcing. Et là, attention, je pense que pour vous, c'est un des termes à retenir, une étape à retenir. Le sourcing, en fait, c'est la seule phase où un acheteur va s'entretenir avec une entreprise. C'est là où il va effectuer un rendez-vous pour bien comprendre le positionnement de l'entreprise, son modèle économique, sa différenciation avec ses concurrents, ses spécificités techniques, ses perspectives, tout ça. Donc, c'est des rendez-vous qui sont effectués avec les entreprises, enfin, entre l'acheteur et l'entreprise, pour un peu évaluer l'état de l'art du marché. Et c'est aussi à travers tous ces rendez-vous de sourcing que l'acheteur va pouvoir établir sa stratégie achat. Il s'entretient avec évidemment, si c'est un acheteur d'un hôpital directement, il sait quel est son besoin. Nous, le Résa, on va aussi interroger les différents hôpitaux. Donc, on définit notre stratégie achat, l'allotissement notamment. On va définir un modèle économique. Voilà, est-ce que plutôt du SaaS, du on-premise, abonnement par nombre de lits, par nombre d'utilisateurs, ce type d'exemple. On va déterminer quel type de spécification technique et on va rédiger ce qu'on appelle le DCE. Désolé, il y a quand même un acronyme. Donc, c'est notre dossier de consultation des entreprises. Donc, en gros, c'est les pièces du marché. Et toute cette étape, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Vous voyez, la veille, le sourcing, ça prend du temps. Et ça permet donc de rédiger les pièces du marché et ensuite de lancer la procédure, l'étape de passation, mise en œuvre de la procédure. Donc là, on va publier le marché sur des plateformes dédiées. On va ensuite laisser un temps, pour les entreprises de prendre connaissance des pièces du marché, de les télécharger et ensuite de répondre à, bah, à l'appel d'offres, de poser des questions. Nous ensuite, on va pouvoir recevoir ces offres, les analyser, potentiellement dialoguer, négocier, mais ça c'est très très rare. Souvent, il n'y a pas de négociation. Il faut bien le comprendre, il n'y a pas de négociation. Le seul endroit où vous discutez avec un acheteur, c'est dans la phase de sourcing. Une fois que c'est publié, normalement, il n'y a plus de discussion, il y a juste des questions-réponses, mais qui sont posées sur la plateforme et ces questions et réponses sont accessibles à toutes les entreprises. Chacun doit avoir le même degré d'information. Mais il n'y a pas de discussion à l'oral. Ensuite, l'acheteur doit rejeter les offres après les avoir analysées, rejeter les offres non retenues et attribuer au futur titulaire de l'offre. Et ensuite, publier et faire de la publicité sur l'entreprise qui a remporté le marché. Ça, pareil, ça peut prendre 3 à 6 mois. Et enfin, il y a l'exécution du marché. Une fois qu'on a choisi l'entreprise, on a notifié le marché, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Donc, déployer les prestations, gérer les litiges, les aléas, des avenants potentiels, des pénalités, résilier si besoin. Et ça, c'est plusieurs mois ou années. Et je dirais qu'en fait, même quand on attribue un marché, souvent, c'est pour 4 ans. Voilà. La durée de pour un titulaire de marché, où il va être titulaire de marché, c'est 4 ans. Vous voyez, 3 mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois, plusieurs années. C'est un temps très long.
pour un appel d'offres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc qu'un marché dure 4 ans maximum. Et évidemment, il ne vaut mieux pas rater le train, il faut se positionner au bon endroit, et notamment dans la phase de sourcing. Puisque une fois qu'un marché est attribué, en fait, il va être en exécution pendant 4 ans. Et là, il n'y aura plus moyen de se positionner, vous, entreprise, puisque le titulaire aura été choisi. Donc l'aspect calendaire et la phase de sourcing est très importante. Ça, je vous le transmettrai dans le cadre des slides, mais c'est pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les documents intégrés au DCE et les gens qui veulent réviser les acronymes, eh bien, je vous transmettrai cette slide. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous montre qu'il y a différentes typologies de documents à remplir quand vous voulez répondre à un appel d'offres. Il y a des documents à lire, des documents qui sont contractuels, ceux que vous devez renseigner, répondre, notamment le CRT, qui est votre cadre de réponse technique. Et le BPU, c'est le bordereau de prix unitaire. En gros, c'est un tableau Excel où l'acheteur a défini toute la liste des prestations qu'il va exiger. Et vous, en tant qu'entreprise répondante, vous allez devoir vous caler sur ce fichier Excel, ce bordereau de prix, ces prestations énoncées, et indiquer quel est le prix que vous appliquez. Alors, comment se préparer à un appel d'offres? Nous, ce qu'on a mis en place, parce que parfois il est compliqué d'avoir la date exacte de quand va être lancé cet appel d'offres, notamment celui du RESA ou celui des établissements. En tout cas, pour avoir un peu des éléments sur ce qui va être demandé dans le cadre de cet appel d'offres, nous, on a mis en place un questionnaire de sourcing préalable. Donc, c'est un document qui fait une dizaine de pages quand même, qui est pas négligeable, et dans lequel on va indiquer toutes les questions potentielles de base qu'un acheteur va se poser dans le cadre d'un appel d'offres. Donc, il y a des questions par rapport à la spécificité technique de votre solution, aux modalités de facturation, à votre stabilité financière, comment vous assurez la sécurité d'approvisionnement de votre solution, les délais de moyens de livraison, d'installation, les garanties, la maintenance, voilà, des éléments aussi sur la RSE, l'éco-conception, voilà. Tout un tas de questions qu'on met à disposition, et notamment via Digital 113 euh, il est possible de vous fournir ce formulaire et même si vous n'avez pas le temps d'y répondre, ça vous donne toujours une idée du type de questions qui sont posées dans le cadre d'un appel d'offres et ça vous permet de vous préparer et de vous demander si vous êtes assez mature et que vous avez des réponses à fournir à tout ce type de questions. Donc ça, vous pourrez vous rapprocher de Digital 113 pour ensuite pouvoir obtenir ce type de formulaire qui vous permet de vous préparer. Au-delà de ce formulaire, comment se préparer? Bah, où trouver les appels d'offres? Eh bien, il y a des journaux officiels au niveau national qui référencent tous les appels d'offres publiés par le RESA, mais aussi par les collectivités territoriales, les hôpitaux, les différentes structures publiques qui publient des appels d'offres. Et ça se joue au niveau national, au niveau européen, pardon, lorsque des seuils importants sont dépassés, notamment sur les prestations de travaux. Ça ne va pas concerner grand monde ici aujourd'hui. Mais sinon, il y a des plateformes dédiées en ligne. Nous, par exemple, au RESA, tous nos appels d'offres sont publiés sur la plateforme Maximilien. D'autres appels d'offres sont publiés sur la plateforme Place, notamment la PHP, il publie sur Place. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un profil utilisateur sur ces plateformes et sélectionner des mots-clés pour recevoir des notifications dès qu'un marché est lancé sur les mots-clés que vous avez prédéfinis. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça coûte rien. Également, là, c'est plus au niveau RESA. Nous, on a un site internet, espace-acheteur.resa, où sont indiqués tous les marchés en cours, nos 6000 marchés disponibles pour les acheteurs, pour les établissements. Eh ben, ils sont publiés sur ce site internet. Ça vous donne une idée des types d'appels d'offres qui sont accessibles aujourd'hui, des types de solutions, les fournisseurs qui sont déjà référencés. Et également, si vous regardez, alors je crois que je l'ai pas mis, mais pour chaque marché, il y a la date de notification. Et je vous l'ai indiqué, un marché, ça dure 4 ans. Donc, il y a la date de fin du marché. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est, imaginons qu'un marché se termine, eh bien, par exemple, le 20 novembre 2026.
Ça veut dire que nous, on est déjà en train de travailler sur toutes les phases amont de préparation du marché qui va prendre la suite pour que le 21 novembre 2026, on n'ait pas de coupure de marché et qu'on ait d'autres solutions qui puissent toujours être achetées par les établissements. Et donc, on est déjà en train de faire la phase de sourcing, là, actuellement, voire même de rédaction. C'est peut-être même déjà un peu tard. Et pareil, sur notre site internet, on a notre calendrier en ligne des futurs marchés. Voilà, avec le Gantt et où on en est, phase de préparation, sourcing, publication, notification. Donc tout ça, vous pouvez avoir accès sur ce site internet. Est-ce que ça va pour vous? Je vous ai pas perdu? Pas de questions à ce stade? On parle innovation? J'ai On l'impression poursuit? qu'il y a de questions. Vas-y. Ok, merci. Merci pour les petits pouces. Parlons innovation. Alors, la plupart d'entre vous travaillent dans l'innovation. La définition de l'innovation, c'est quand même la définition de start-up. Je pense qu'on peut, chacun a sa définition, on peut y travailler, on peut chacun argumenter là-dessus. Sachez qu'au-delà des différentes définitions qu'il peut y avoir par BPI France, par des incubateurs, par vous-même, le code de la commande publique définit ce qui peut être considéré comme une innovation au sens du code. Donc, pardon, c'est la deuxième définition du code, hein, deuxième article. Mais c'est important, donc sont innovants les travaux, fournitures et services nouveaux ou sensiblement améliorés. Je vais boire une petite gorgée du coup. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a dit ça, euh, bah, la perception de ce qui peut être considéré comme innovant est très large et le spectre peut être très très large. Il y a une petite précision qui dit que le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, une nouvelle méthode de commercialisation, nouvelle méthode organisationnelle, ça c'est important, dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Bon, une fois qu'on a ces éléments complémentaires, le fait est que c'est toujours assez vague et en tout cas, ça laisse la porte ouverte à considérer comme innovant enfin, ça laisse une marge d'appréciation à l'acheteur qui est très large. Et ça, c'est pas anodin, puisque selon qu'on définit ou non une solution comme innovante, le code de la commande publique va pouvoir permettre d'utiliser des, euh, des, des procédures de marché public spécifiques. Donc il y a un vrai impact à qualifier l'innovation. Mais spoiler alerte, il y a quand même beaucoup d'acheteurs dans les hôpitaux qui ont du mal à qualifier l'innovation puisque ça peut entraîner un risque juridique derrière. Donc, moi, ce que je vois en parlant avec beaucoup d'acheteurs hospitaliers, c'est que souvent, ils vont avoir du mal à se positionner sur un caractère innovant ou non d'une solution, même s'il y a des brevets, même s'il y a tel ou tel élément, même parfois, ils vont pouvoir considérer comme innovant la seule solution qui aura été développée ou co-développée en interne. Bon, nous, on n'a pas forcément cette perception au réseau. En tout cas, pour s'appuyer sur une définition de l'innovation, il y a le manuel d'Oslo, qui est une référence euh, voilà, sur la qualification de l'innovation, qui vient apporter des éléments complémentaires et on pratique notamment ce qu'on appelle le faisceau d'indices pour définir l'innovation, avec tout un tas de questions qu'on peut se poser et qui viennent donner donc des indications afin de démontrer ou pas le caractère innovant d'une solution. C'est pas juridique, mais c'est des questions qu'on peut se poser sur voilà l'origine de la solution, les brevets obtenus, l'intégration dans l'écosystème, et sur le type d'innovation que c'est. Donc voilà, chaque acheteur est libre de qualifier ou pas l'innovation à travers une innovation, à travers un faisceau d'indices. Et après, ce sera, quoi qu'il en soit, à l'acheteur de donner les arguments qui lui ont permis de qualifier pourquoi il a qualifié une solution d'innovante ou pas. Sachez qu'il y a différentes procédures qui sont prévues dans le code, du coup, pour les achats d'innovation. Il y a notamment le partenariat d'innovation, le dialogue compétitif, mais je vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est des procédures très lourdes et qui demandent beaucoup de ressources et qui sont pas trop utilisées, et pas trop dans le numérique d'ailleurs. Quoique. Mais il y a une procédure spécifique pour les achats innovants, prévue dans le code, qui vient indiquer que pour
les solutions qui sont qualifiées d'innovantes, il y a la possibilité de rehausser le seuil. Vous vous souvenez du seuil que j'ai évoqué tout à l'heure? Seuil qui était à, je vous laisse me le dire. Alors, il n'y a pas de cadeau à gagner, désolé. 60 000 euros, merci Lisa. 40 000 euros, c'est vrai aussi. Voilà. Le 1er avril, hein. Exactement, c'est pas une blague. Donc effectivement, 40 000 euros qui passe à 60 000 euros le 1er avril. Mais pour l'achat de solutions innovantes, ce seuil est rehaussé à 100 000 euros. Ça laisse un petit peu plus de latitude. Il y a eu pas mal de discussions au Sénat et lors du vote budgétaire pour rehausser ce seuil encore à 150 000, voire 200 000 euros. Mais aujourd'hui, c'est pas acté. Mais en tout cas, si l'acheteur décide de prendre le risque juridique de qualifier une solution d'innovante, vous pouvez contractualiser de gré à gré avec lui jusqu'à 100 000 euros. Ce qui est important de savoir, c'est que sur le calcul des seuils, c'est pas juste 100 000 euros par an, par exemple. Et c'est ce qu'il faut prendre en considération dans le calcul du montant de la contractualisation. C'est l'ensemble des services de la prestation. Donc, par exemple, pour une solution logicielle, il faudra prendre en compte frais d'installation. Euh, je réponds à la question de Karim juste après. Donc, c'est frais d'installation, abonnement, maintenance, formation potentielle. C'est l'ensemble du coût de la prestation qui doit être pris en considération. Et c'est pas 99 999 euros en 2026, le même montant en 2027, le même montant en 2028. On peut pas, c'est pas annuel, c'est sur l'ensemble de la contractualisation. Et en fait, pourquoi les acheteurs, ils ont aussi un peu du mal à passer des achats innovants avec ces seuils, c'est parce que ils savent que si c'est une contractualisation de 2 ans, 3 ans, le seuil peut vite être dépassé. Et aussi, j'ai parlé en début de présentation du GHT. C'est le groupement hospitalier de territoire qui a la compétence en termes d'achat dans les hôpitaux. Et en fait, voilà, les 135 que j'ai achetés, et en fait, ils vont acheter pour l'ensemble des hôpitaux qui sont dans leur sérail. Donc, en gros, un hôpital, parfois, il achète pour différents hôpitaux. Et du coup, c'est pareil, le montant de ces seuils est cumulé. Sur la question qui a été posée par rapport au statut JEI, en effet, à un moment, l'an passé, il y a eu une, un texte de loi qui est passé pour dire qu'il y avait une présomption d'innovation pour les entreprises qui avaient le statut JEI. Ça a un peu rassuré les acheteurs sur le fait que ce statut jeune entreprise innovante, qui est un statut fiscal, vienne voilà, présumer que la société était innovante. Par contre, il y a tout de suite des voix qui sont élevées pour dire, mais attendez, là, on applique un concept fiscal à de la commande publique. Or, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, il y a eu un peu un retour en arrière où, dorénavant, le statut de GEI ne permet plus de valider le fait que la société soit innovante à 100%. Il faut plus s'appuyer que sur ça pour indiquer pour qualifier la solution d'innovante. Voilà. Par contre, ça peut faire partie du faisceau d'indices. Et un acheteur pourra toujours s'appuyer là-dessus. Mais c'est pas automatique. Euh, Quelques problématiques liées à ces achats d'innovation qui m'ont été remontées lorsque je discute avec des acheteurs. Bah, je l'ai dit, hein, absence de définition claire pour qualifier l'innovation. Et donc, un acheteur, bah, lui, son objectif premier, hein, c'est d'être conforme au code de la commande publique, de pas se prendre un recours de la Cour des comptes ou d'un concurrent. Donc, c'est sûr que s'il contractualise avec une entreprise innovante, mais que derrière, il y a des concurrents qui viennent dire, bah, attendez, moi, je fais la même chose, il aurait fallu lancer un appel d'offres, on peut se retrouver en difficulté. Deuxième chose, c'est que, bah, il existe des projets, des expérimentations en interne, notamment au sein des hôpitaux, mais sans implication des directions achats. Ça, c'est un problème aussi parce que, voilà, par exemple, vous faites une POC avec un hôpital, vous expérimentez, voilà, vous vous dites, bon, bah, très bien, on a travaillé ensemble, mais à la fin de l'expérimentation, quoi qu'il en soit, euh, ce sera pas simple d'acheter l'innovation parce qu'il faudra repasser quand même par un appel d'offres. Et là, il va falloir faire toute la procédure et perdre 9 mois. Donc c'est aussi pour ça que l'achat d'innovation peut être un peu compliqué parce que malgré la POC, l'expérimentation, il faut passer par une procédure d'appel d'offres derrière. Et donc on perd du temps. Ensuite, il faut suivre l'adoption et les mesures de performance de l'innovation. Voilà. Les acheteurs, les utilisateurs, ils sont forcément, ils n'ont pas les mêmes
critères pour évaluer ces solutions. Donc, c'est chronophage, ça prend du temps pour trouver les bons indicateurs. Donc, en gros, l'acheteur, parfois, il se dit, ah, ça va me prendre trop de temps. Bon, même si c'est pas lui qui décide toujours d'acheter l'innovation. Ça vient d'un prescripteur, ça peut venir de la direction, ça peut venir d'un utilisateur. Voilà. Il y a différents cycles hein, pour vendre. Mais il peut y avoir du manque de ressources et de budget dédié dans les établissements, évidemment. Si on achète une solution innovante, bah, si on n'a pas de budget dédié, ça veut dire qu'il va falloir rogner sur l'achat d'une solution plus commune. Difficulté à évaluer la robustesse des entreprises. J'ai déjà eu des retours où des établissements ont acheté une solution innovante, malheureusement, enfin, le fait que, il y ait moins de visibilité sur la trésorerie, sur l'aspect financier, bah, et parfois, des entreprises mettent la clé sous la porte, bah, voilà, ils étaient rentrés dans des projets innovants. Les utilisateurs avaient adopté la solution, mais le fait de ne pas avoir levé des fonds ou d'avoir assuré la trésor ou avoir pu se développer comme il fallait, le projet tombe à l'eau, la société met la clé sous la porte, l'établissement, du coup, maintenant, a une aversion pour les solutions innovantes et va pouvoir s'appuyer sur des acteurs peut-être moins innovants, mais au moins, il y aura une stabilité, une continuité de service pour le patient et quitte à rogner sur le caractère innovant et, euh, et ergonomique des solutions, bah, on va plutôt continuer à travailler avec des solutions plus solides à ce niveau-là. Insuffisance de connaissances sur l'achat public et la maturité des startups, en effet. C'est aussi beaucoup de temps pour expliquer aux entreprises qui ont moins l'habitude que les grands groupes. Manque de transparence des entreprises parfois qui peut créer de la méfiance pour, euh, pour les acheteurs. Et enfin, beaucoup de turnover dans les établissements qui fait que parfois vous arrivez à convaincre un utilisateur, un acheteur, mais le turnover fait que derrière, bah, le produit reste sur étagère, il n'est pas vraiment utilisé et ça tombe un peu dans les oubliés. Très bavard, je suis désolé. J'ai essayé d'accélérer un peu, parce qu'il est déjà 55 et je vois qu'il y a des gens qui ont des obligations, ça m'étonne pas. Alors, ce qu'on fait, nous, en termes d'innovation au Raisin, on a un centre de l'innovation. On a déjà voilà, des solutions qui sont référencées. Je vais vous montrer. On a du dispositif médical, des drones, des solutions IoT, des exosquelettes, de l'IA appliquée au diagnostic, à l'imagerie, des robots aussi, que ce soit pour la logistique ou pour le nettoyage, de l'IA pour gérer les flux prédire, la gestion des plannings, du traitement de l'air. Voilà. On a 12 familles d'achats. On essaye, nous, au centre de l'innovation, de travailler sur de l'innovation, voilà, sur toutes ces familles achats. Quelle est la différence entre le RESA, l'UGAP, UniAchat? La bonne question. Euh, alors, si je devais résumer, nos différences. L'UGAP, c'est donc une centrale d'achat nationale qui est rattachée au ministère de l'Éducation, qui travaille avec tous les ministères, qui va aussi bien acheter des voitures pour la gendarmerie, des tables pour les écoles, hein. Ils ont une filière santé et voilà qui est un petit peu moins développée que Reza Uni Achat, où nous, c'est notre spécialité. Et eux, ils vont faire que de l'achat-revente, que des modalités qu'on appelle grossistes, c'est-à-dire que ils achètent, ils revendent, il n'y a pas de contractualisation directe entre l'établissement et la société. Et ce qui fait qu'il y a une sorte voilà, c'est leur modalité d'achat, et ils fonctionnent un peu sous forme de catalogue. Ils ont un catalogue et voilà, on achète, on revend. Uniachat, eux, ils sont plus liés au gros CHU à la base, grosse vente de médicaments, des dispositifs médicaux. Et eux, au contraire de l'UGAP, ils vont faire ce qu'on appelle de l'intermédiaire. C'est une modalité d'achat où, en gros, l'idée, c'est de mettre à disposition des pièces contractuelles aux établissements. Et ensuite, l'établissement va contractualiser directement avec l'entreprise. C'est pas de l'achat-revente. Nous, au Resa, ce qu'on fait, c'est qu'on a le choix, on fait soit l'un, soit l'autre, en fonction de notre stratégie. On peut faire l'un et l'autre. Euh, Aussi, nous, on a un spectre plus large que Uniachat notamment, parce qu'on touche tout le médico-social, les collectivités territoriales. On n'est pas que hôpitaux, on travaille avec l'ensemble des acteurs. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsque nous,
On fait notamment de l'achat-revente. Je crois que j'en parle un peu après, mais je sais pas si je pourrais aller jusqu'à cette slide. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est que on s'engage auprès notamment des solutions innovantes. On s'engage comme nous, on achète à l'entreprise. L'entreprise va facturer le réseau directement. Nous, on a des délais de paiement très très courts. C'est-à-dire qu'officiellement, on paye à 30 jours, mais dans les faits, on paye plutôt à 7 jours. Donc, on a bien compris que pour les entreprises innovantes, le cash flow, la trésor, c'était un enjeu majeur. Donc, nous, on s'engage à payer à 7 jours les entreprises. En plus de pouvoir mettre des clauses spécifiques pour l'achat d'innovation. Je vais quand même essayer d'avancer dans mes slides pour vous présenter ça. Donc, nous, en fait, on a une équipe juridique qui nous permet d'avoir différents types de modalités d'achat. Ouais, c'est très important, mais je rentre pas dans les détails. Donc, intermédiaire ou grossiste. On a un spectre aussi plus large. On travaille sur le sanitaire, le médico-social, le social. On a aussi développé des verticales qui sont pas adressées par les autres centrales, comme sur la logistique, par exemple, où on a vraiment une cellule dédiée et sur laquelle on travaille très fortement. Et puis, je pense que sur l'innovation, on s'est positionné depuis 2018 justement, on a développé toute une offre de solutions innovantes et un closier, une boîte à outils pour simplifier l'accès des solutions innovantes à la commande publique et répondre au plus près aux établissements publics et aussi en faire la promotion auprès des établissements publics. Donc l'idée, ça va être d'identifier et d'évaluer ces solutions, de trouver le bon vecteur contractuel pour les intégrer à l'offre du RESA et d'en faire la promotion et la diffusion. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pas tout seul. Alors, de manière très schématique, voilà, le cycle de l'évolution est très long. Ça demande de la ressource financière. Il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent à différents moments du développement de l'innovation. Évidemment, là, c'est très schématique encore. C'est juste pour vous dire que nous, on arrive plutôt en fin de cycle lorsqu'il y a le développement commercial et lorsqu'il faut vendre. Cependant, ça ne nous empêche pas de travailler sur les phases amont et pour sensibiliser et pour travailler notamment avec nos partenaires avec qui on a signé des conventions et pour s'appuyer sur leur connaissance de l'écosystème. Donc, tous ces acteurs qui sont présents ici, on a des conventions de partenariat pour échanger, pour mieux connaître comment on travaille leur écosystème, ce qu'ils développent. Donc, effectivement, Digital 113, on travaille avec d'autres acteurs en région. On travaille aussi avec des acteurs nationaux, l'AIS, BPI France, puis des écoles comme Polytechnique, au niveau européen aussi des hôpitaux aussi directement. On a des conventions de partenariat avec des hôpitaux, avec leur direction innovation. Et on travaille aussi avec des structures dans le médico-social comme Silver Valley, Silver Rock aussi en Occitanie. Donc l'idée, nous, au sein du Centre de l'innovation du RESA, c'est de bien connaître les besoins. Du coup, on travaille avec aussi les établissements, l'écosystème innovation, les entreprises, les institutions, les acheteurs. Et donc, bien connaître les besoins des établissements, c'est fondamental. Donc, on a initié un tour de France des établissements. On va dire rencontrer leur cellule achat, leur direction innovation, leur DSI, et échanger sur ce qu'ils ont mis en place, ce qui vont, quels sont leurs projets actuels. Voilà. On fait des ateliers de sensibilisation, comme aujourd'hui. On fait de la veille, du sourcing d'entreprise, des rencontres, des participations à des jurys, des salons. Et on participe à des groupes de travail et également avec des institutions comme la HAS, les ARS. On est impliqué dans les tiers-lieux d'expérimentation. On travaille avec BPI sur l'établissement d'appels à projets comme Impact. Impact qui était un projet qu'on a poussé pour justement permettre à BPI de financer des établissements pour qu'ensuite ils puissent acheter à des entreprises et permettre de faire du chiffre d'affaires et non pas juste subventionner les entreprises. On a un catalogue de solutions innovantes qui est disponible, qu'on a édité, publié, qu'on distribue, qui est aussi consultable sur notre site internet avec différents types de solutions. Je vais avancer un peu vite. Sachez qu'on a des conventions avec les établissements, notamment le CHU de Nantes. Et l'idée, c'est de plus en plus de valoriser l'expertise terrain. On a des salariés RESA qui vont s'installer dans ce bâtiment près du CHU de Nantes. Mais on travaille aussi avec d'autres CH et CHU. Je fais aussi un appel. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'établissement ici, mais on souhaite de plus en plus renforcer ces relations et pour établir des critères objectifs d'évaluation des innovations, partager des indicateurs clés
Ça, c'est fondamental. Et même intégrer des phases de test dans nos appels d'offres en impliquant les établissements. C'est-à-dire ne pas juste évaluer les réponses sur papier, mais également le faire via des phases de test euh, en impliquant des établissements. Je vais un peu vite sur la fin. Si vous avez encore 5 minutes, je vais vous montrer des techniques d'achat, quoique ça va être un peu long. Euh, mais en gros, nous, au RESA, on a différents moyens d'acheter de l'innovation. Et je vais faire un focus sur le numérique. On peut intégrer des lots dans les marchés habituels. On lance des marchés innovants dédiés avec des clauses spécifiques. Et puis, vous allez voir qu'on peut passer par des intégrateurs, des sortes de grossistes, notamment sur des solutions numériques. Et on a aussi un marché dédié à l'IA. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on passe par, j'en ai parlé, des marchés à 100 000 euros. Nous, on prend le risque de qualifier l'innovation, de contractualiser sans mise en concurrence avec certains fournisseurs jusqu'à 100 000 euros d'achat. Et en fait, ça nous permet de tester un peu le modèle économique de la solution innovante, l'appétence du marché, voir s'il y a quelques ventes et derrière de voir si on peut pérenniser ces ventes. Parce que c'est vrai que pour nous, 100 000 euros à la base au RESA, c'est un petit montant, mais ça nous permet de tester des solutions innovantes et de pouvoir les proposer en achat-revente. Ce qui peut vous intéresser, c'est un de nos marchés qui s'appelle Apollo. En fait, c'est un marché qui a été remporté par la société Computa Center. Et l'intitulé de ce marché, c'est le fait de proposer une bibliothèque de solutions numériques, multi-éditeurs. En fait, aujourd'hui, dans ce marché Apollo, on a une offre de plus de 1500 solutions logicielles qui sont organisées par thématique. Euh, en fait, il est possible de faire évoluer cette bibliothèque dans laquelle on peut compter des solutions comme Microsoft, SAP, enfin des petites solutions comme ça, Salesforce, Adobe, voilà, des petits acteurs ou Dedalus, Mencare, DocaPost, Software, voilà. Tous ces acteurs sont présents et on peut également intégrer des solutions métiers, des solutions RH, des solutions de diagnostic, voilà. Tout ça c'est possible à certaines conditions. Mais c'est intéressant de savoir que cette bibliothèque, elle peut évoluer et ça peut permettre non pas d'intégrer, d'avoir un vecteur contractuel via le RESA, non pas en répondant à un appel d'offres, donc tout ce que je vous présente depuis le début, mais en travaillant avec Computa Center. Évidemment, il y a un intégrateur, un distributeur, donc il y a des conditions qui sont pas équivalentes à ce que peut proposer euh, euh, directement un titulaire de marché RESA. Il y a un intégrateur et on est un peu noyé parmi les 1500 solutions. On n'est pas titulaire d'un marché. Donc nous, le RESA, on met pas en avant les solutions qui sont intégrées. Comment prendre contact? Eh bien, je vous propose de vous rapprocher de Digital 113 qui ensuite pourra nous remonter des informations là-dessus. Et on pourra faire le lien. Autre possibilité, pour les entreprises qui font de l'intelligence artificielle. On a monté un marché qui s'appelle Alias, achat de logiciels d'IA en santé. C'est une technique d'achat qui permet de présélectionner des solutions d'IA sur 69 catégories, voilà, qu'on a établi avec l'ANAP, France Biotech ou d'autres acteurs, et qui permet de faciliter l'achat d'IA pour les établissements. Alors, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les entreprises, c'est une offre évolutive et dynamique. C'est un marché public, c'est une technique d'achat, mais vous pouvez vous positionner n'importe quand. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez dire, OK, vous pouvez candidater dans le sens, proposer votre solution d'IA qui doit être sur étagère, et c'est ouvert pendant toute la durée du marché. C'est pas, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est différent, c'est pas un marché couvert pendant 30 jours, il y a une fenêtre de tir, faut répondre, et après, pendant 4 ans, vous avez plus de place. Non. Là, vous pouvez candidater, positionner votre solution sur une ou plusieurs des catégories, n'importe quand. Et ensuite, seules les entreprises qui auront candidaté préalablement auront le droit de répondre à ce qu'on appelle des marchés spécifiques, qui sont des appels d'offres un peu simplifiés qu'on peut lancer, mais qui peuvent euh, et dont, enfin, pardon, seules les entreprises qui ont candidaté dans un premier temps peuvent répondre à ces marchés spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque marché appel d'offres spécifique, on peut modifier les spécifications techniques et financière, c'est-à-dire un jour on va demander une IA en imagerie avec tel modèle économique,
Ensuite, si on décide de relancer un marché spécifique, et ben, peut-être que ce sera un autre modèle économique avec d'autres types de spécifications techniques, un autre type d'IA. Donc, on a une certaine agilité et c'est assez dynamique. Donc, pour les entreprises, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous pouvez candidater n'importe quel moment, proposer votre solution d'IA. Ça ne veut pas dire que vous êtes titulaire d'un marché RESA. Ça veut dire que vous aurez le droit de répondre à une consultation par la suite. Ce qui est intéressant pour les établissements, c'est que bah déjà, si on lance, nous, le RESA, des marchés spécifiques, eh bien, on a des solutions d'IA qu'on peut mettre à disposition, des marchés mis à disposition. Mais si un établissement veut aussi s'appuyer sur cette technique et lancer son propre marché, on lui fournit un kit juridique de passation, où tout est pré-rédigé à 80%. Il peut aussi, on lui fournit le kit et il lance son petit marché. Il peut, dans ce marché, il y a quand même un socle de clauses juridiques qui sont imposées, qui viennent sécuriser tout ce qui est évidemment RGPD, IA Act, Interop, tous ces éléments-là, on peut pas y déroger, c'est obligatoire, et donc ça rapporte une sécurité juridique. Évidemment, là, je parle de, de normes voilà, basiques, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on impose. Chaque établissement peut déterminer ses spécificités et son modèle économique. Et il y a des délais de mise en concurrence qui peuvent être très courts. On peut lancer un marché qui peut être ouvert pendant 10 jours. Et seules les entreprises admises préalablement peuvent y répondre. Comment faire pour intégrer ce marché, pour candidater? Eh bien, c'est sur le site Maximilien. C'est ouvert à tout le monde. Il y a un lien que je vous donnerai. Et vous pouvez vous positionner à condition de répondre à certains critères d'éligibilité. Si vous m'accordez encore 2 minutes, euh, alors attendez, Karim, je regarde. Comment se fait-il que dans les critères d'éligibilité du RESA, le RSE est un critère majeur, mais qu'il n'y ait aucune offre RSE référençant des solutions RSE Green IT? Pourquoi ne pas créer dans le numérique une offre numérique responsable? Ouais, bonne question. En fait, le critère RSE, il est obligatoire dans tous les appels d'offres. Donc nous, en fait, dans nos grilles d'évaluation, on a entre 5 et 15% de critères RSE obligatoires. On met dans tous nos marchés, quoi qu'il en soit. Euh, Est-ce que on a une offre RSE sur des solutions RSE Green IT? Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire de calculer le nombre de solutions IT qu'il existait sur le marché. Nous, on peut pas lancer des appels d'offres sur toutes les solutions tout le temps. Évidemment, vous voyez même pour les DPI, on n'a pas de marché spécifique. En fait, c'est compliqué de prendre 9 mois du temps de nos acheteurs, nos juristes pour lancer tout un tas d'appels d'offres. C'est vraiment beaucoup de temps, c'est chronophage. C'est pour ça aussi qu'il existe la voie Apollo Computer Center, où là, ça donne un accès un peu plus simplifié. Euh, si on est référencé à la Canut sur le marché multi-éditeur. Oui, j'imagine que de toute façon, les autres centrales ont le même type de vecteur contractuel multi-éditeur. Donc voilà, j'imagine que vous êtes peut-être déjà dans d'autres centrales privées, publiques. Nous, notre offre, c'est via Apollo. Donc, et c'est pas exclusif. Et pourquoi pas créer dans le numérique une offre numérique responsable? Ouais, c'est une question. Nous, on a 3 personnes qui travaillent sur la RSE. Alors, aujourd'hui, on travaille par exemple sur des projets de prothèses euh, RSE, pourquoi pas solutions numériques RSE. On le fait sur d'autres types de solutions. Tout va dépendre aussi beaucoup des besoins remontés par nos adhérents, par les établissements. Je vous cache pas. Et c'est vrai que parfois, le fait de passer par Apollo et montrer qu'il y a une sorte d'appétence du marché, ça peut nous donner l'idée ensuite de lancer un marché propre. Mais en fait, on est nous-mêmes obligés de choisir nos batailles, quoi, et de prioriser. Mais on est toujours euh, très friand de savoir ce qu'il existe et ce qui est demandé par les établissements, notamment via notre formulaire de sourcing. Mais si vous avez encore 2 minutes, vous verrez qu'on a d'autres moyens de se faire connaître. Juste sur ce qu'on fait aussi pour acheter des innovations au RESA, euh, on a des critères innovation qu'on intègre dans nos marchés. Au-delà du critère RSE, on met des critères innovation. Pourquoi on met ça? Parce qu'en fait, la majorité des appels d'offres, ils ont un critère prix qui peut monter jusqu'à 60% de l'évaluation. Or, on le sait,
les innovations, elles peuvent être plus chères que des solutions qui sont déjà sur le marché depuis longtemps. Donc forcément, quand l'évaluation, c'est le critère prix à 60%, ça laisse peu de place aux solutions innovantes de se positionner. Donc nous, on met plutôt beaucoup de points sur les caractéristiques techniques. On rajoute un critère innovation et finalement le critère prix, eh ben, ça ne devient pas le critère principal. Et en fait, en faisant ça, ça laisse la possibilité aux startups innovantes de se positionner et de répondre à l'appel d'offres. On intègre des phases de test aussi dans nos appels d'offres afin d'avoir des indicateurs fiables, reproductibles potentiellement. Donc ça aussi, c'est une nouveauté dans notre manière d'acheter des solutions. On a des modalités d'achat pour soulager la trésorerie des startups. Je l'ai un peu dit. L'achat-revente, on paye à 7 jours. Facturation adaptée. On peut aussi, on le fait sur des gros équipements. On l'a fait là sur un robot chirurgical qui coûte 300 000 euros à l'achat. En fait, l'entreprise va nous facturer ces 300 000 euros qu'on paye cash en termes de trésorerie. Et nous, derrière, on va lisser ces 300 000 euros de manière mensuelle pour l'établissement. Voilà, sur 48 mois, on va lisser ces 300 000 euros, ce qui permet de décaisser une moins grosse somme directement. C'est le genre de fonction, de modalités juridiques qu'on peut mettre en œuvre. On peut faire même des avances, des précommandes. Voilà, on a déjà mis ça en place sur certains marchés. On va challenger les modèles économiques, mettre en œuvre des modèles acceptables, reproductibles aussi. Ça, c'est une plus-value. Travailler avec vous lors des sourcings sur le modèle économique le plus pertinent. Enfin, on peut aller jusqu'à un soutien financier à l'achat. C'est ce qu'on veut mettre en œuvre, notamment dans notre partenariat avec l'Agence nationale numérique, non, Agence numérique en santé, pardon, l'ANS, notamment dans le cadre des tiers-lieux d'expérimentation. On a prévu sur nos fonds propres une enveloppe de 500 000 euros qui va nous permettre à la sortie des expérimentations en tiers-lieu, si on a des bonnes grilles d'évaluation et des indicateurs fiables, eh bien, de trouver un vecteur contractuel pour référencer ces solutions via des appels d'offres ou autres, et derrière, de donner un coup de pouce au premier établissement acheteur en finançant ces achats de solutions qui sont passées par des tiers-lieux et qui ont été validés par les tiers-lieux. Donc là, c'est sur nos fonds propres qu'on va mettre une enveloppe de 500 000 euros en dispatchant des premiers achats. Quelques thématiques qu'on va adresser cette année. Voilà, évidemment beaucoup de sujets d'IA, assistants intelligents, LLM, langage augmenté, compte rendus médicaux automatisés, gestion des data, interopérabilité, tous ces éléments-là, tout ce qui est relatif aux urgences hospitalières, des sujets liés à la prévention, même si le modèle économique est un peu compliqué. Santé mentale, on est aussi impliqué dans des projets sur la santé des femmes. Pardon, je fais aucun lien entre les deux, mais c'est juste que j'y pense. Tout ce qui est RSE aussi, logistique, et avoir une offre IA complète aussi, là, en intégrant de la prestation, de la formation, de l'audit préalable, parce que on a beaucoup d'établissements qui ne souhaitent pas juste acheter une solution d'IA, mais ils veulent s'assurer évidemment que ça s'intègre dans tous leurs projets d'établissement, leur DPI, et avoir une vision globale là-dessus. Donc, c'est travailler à une offre complète là-dessus. Pour finir, je vous assure, j'ai quasiment terminé. Si vous voulez aller plus loin sur la commande publique et avoir plus d'infos et bien mieux expliquer que ce que je n'ai fait, on a été partenaire de la French Tech qui a mis en place un MOOC qui est accessible gratuitement, qui a été réalisé avec l'EURESA, les autres centrales d'achat, les services juridiques de l'État, tout un ensemble d'acteurs qui, autour de la French Tech, sont réunis pour mettre en œuvre un MOOC de 4 heures. Donc, c'est en ligne, c'est gratuit, et pour comprendre les fondamentaux de la commande publique et comment une startup peut décrocher un marché. Donc, je vous invite à le regarder. Et enfin, nous, sur notre site internet du RESA, on a aussi un formulaire accessible. Donc, si vous voulez faire connaître votre solution, vous pouvez remplir ce formulaire qui est moins complet que le questionnaire de sourcing qu'on met à disposition, notamment via Digital 113, mais ça permet de rentrer dans notre base de données. Voilà, et vous pouvez nous contacter via cette adresse innovation@resa.fr. Et il me semble que j'en ai terminé. Voilà, désolé, j'étais un petit peu long, un peu trop Merci bavard. Aurélien. Merci beaucoup. Je pense que c'était hyper fluide et t'as donné enfin, beaucoup de. Je crois que tu as une question. T'as donné beaucoup d'informations, mais tu as Alors, une question. Combien coûte? combien coûte un référencement de solutions auprès du RESA? Et qui assume ce coût?
Alors ouais, j'ai peut-être pas été assez clair. Attendez, je vais arrêter le partage. Alors, nous, on est un groupement d'intérêt public. On a des services de mission, des missions de service public. Et donc, on lance des appels d'offres publics. Tout le monde peut y répondre. Et il n'y a pas de coût pour répondre à ces appels d'offres. Donc, c'est libre d'accès. Et évidemment, tous les fournisseurs qui remportent un appel d'offres ne payent rien au RESA pour être référencés. Nous, on lance l'appel d'offres, il n'y a aucun coût de la part du fournisseur pour être référencé au RESA. Euh, Par contre, il faut bien qu'on vive. Nous, on vit sans aucune subvention publique. D'ailleurs, en tant que groupement d'intérêt public, on n'est rattaché à aucun ministère, ce qui fait une certaine aussi différence par rapport aux autres centrales d'achat. Nous, on a une liberté d'action, on est rattaché à aucune tutelle ministérielle. Donc, on s'organise comme on veut. Et notre modèle économique, c'est quoi? C'est, eh bien, euh, bon, au-delà des formations qu'on peut délivrer avec un certain coût, certaines prestations comme ça, mais qui sont à la marge. Sinon, nous, on lance des appels d'offres. Ensuite, on met à disposition les pièces du marché conformes à la commande publique auprès des établissements. Et en gros, ce sont les établissements qui nous rémunèrent en contrepartie de l'accès à ces pièces de marché. Quand je dis qu'ils nous rémunèrent, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros quand c'est vraiment des gros projets. Voilà. Et donc, en gros, l'établissement, quand il veut acheter quelque chose, il va se poser la question de savoir, bon, est-ce que j'achète en direct parce que c'est sous 40 000 euros? Ça arrive pas souvent. Est-ce que je vais lancer mon propre marché? Mais bah là, il faut que je mette des ressources en interne, que je qualifie mon besoin, que je rédige le marché, que je lance le marché, que j'évalue les offres, que je notifie, et tout ça, ça prend 9 mois. Donc, il va peut-être le faire pour des marchés d'envergure, des besoins d'envergure, mais pour acheter des tables, des stylos, des masques, des blouses, des pouces-seringues, voilà. Il va se poser la question. Donc, soit il lance lui-même, mais sont souvent quand même limités en termes de ressources, soit ils vont voir ce que proposent les centrales d'achat. Et ils vont se dire, bon, bah, je regarde ce que propose l'UCAP, UniAchat, le RESA. Ok, bah, ce que me propose le RESA, c'est de la vente. Ah non, c'est de la location-gérance, location-maintenance. Ah, le prix est intéressant. Bon, bah, peut-être que ça vaut le coup que je paye 500 euros pour gagner 9 mois de la ressource et avoir accès aux pièces du marché. Il va se poser, en gros, un acheteur dans un hôpital, et quand je dis hôpital, c'est dans une collectivité territoriale, c'est tous les acheteurs publics. Ils se posent la question de savoir s'ils le lancent en direct, pour différentes raisons, ou si ils vont faire appel aux centrales. Un conseil pour sortir du lot si on est référencé dans Apollo? Très bonne question. Bah, en fait, quoi qu'il en soit, vous aurez toujours ce travail de commercial. Ce sera toujours à vous d'aller voir les établissements. Euh, Après, peut-être que les collègues de Computa Center, ils vont faire la promotion de votre solution, mais je dois dire que comme ils ont 1500 références, ils ont plutôt tendance à mettre en avant peut-être du Microsoft ou du Salesforce, ou voilà, des solutions qui, on va pas se mentir, leur apportent quand même un chiffre d'affaires récurrent. Après, en fonction des besoins, s'ils connaissent bien ce que vous proposez, ils peuvent parfois promouvoir votre offre, mais ça reste quand même votre travail. Et après, vous pourrez sortir la carte, je suis référencé à Apollo, à Oreza via Apollo. Après, sortir du lot, bah, l'idée, c'est aussi bah, de montrer qu'il y a des établissements qui achètent. C'est un peu ça qui va faire la différence. Si vous intégrez Apollo, mais qu'au bout de 3 ans, il s'est rien passé, ah, c'est vrai qu'on va se poser des questions sur la réalité terrain et pourquoi aucun établissement achète votre solution. C'est quoi le lien entre Computa Center et le RESA? Eh ben, il est très clair. C'est vrai que j'ai dit collègue, mais c'était pas du tout le terme adéquat. En gros, nous, le RESA, on a lancé un appel d'offres dont l'intitulé et toutes les spécifications techniques dedans étaient liées à la recherche d'un prestataire capable de proposer une bibliothèque de logiciels. Voilà l'intitulé de l'appel d'offres. Et plusieurs sociétés qui ont répondu. Nous, on indiquait que dans notre appel d'offres, qu'on souhaitait un minimum telle solution dans la bibliothèque, plus des conditions peut-être pour intégrer les nouvelles solutions. Voilà, l'appel d'offres, ça fait 300 pages, hein, donc on avait beaucoup d'indications
qui devaient être validés, ou en tout cas auxquels devaient répondre les candidats à l'appel d'offres. Et donc, on a eu plusieurs réponses, on a évalué les offres et Computa Center a remporté le marché. C'est-à-dire qu'ils sont titulaires de ce marché bibliothèque de logiciels pendant 4 ans auprès du RESA. Mais dans 4 ans, on relance un marché. Et là, ce sera peut-être un autre fournisseur qui remportera le marché. Est-ce qu'on peut rencontrer les contacts du RESA sur le FIC à la fin du mois? Je ne sais pas ce qu'est le FIC. Je ne sais pas si on sera là. On sera à C'est un Santexpo. salon cyber. C'est un salon cyber à Lille, l'un des plus grands salons sur 3 jours. Ok, je vais me renseigner parce que moi, j'ai des collègues qui sont spécialistes achats d'infrastructures. On a des marchés cyber également. Et donc, j'ai deux collègues qui sont spécialistes là-dessus. Et c'est pas impossible qu'ils soient sur le salon. Je vais me renseigner. J'ai pas de réponse. Moi, j'y serai pas, mais... Une autre question, Karim. Si on a un retour d'XP, retour d'expérience d'une solution innovante basée sur des KPI avec une collectivité conséquente, est-ce que ça peut être un accélérateur de référencement auprès du RESA? Alors, accélérateur, je sais pas. Quoi qu'il en soit, soit on passera par un appel d'offres, soit par Computer Center, voire alias notre marché d'IA. Euh, En tout cas, ça va nous mettre la puce à l'oreille et on pourra intégrer la solution dans nos sourcings. Il sera bien intégré dans le sourcing. Et clairement, si on lance un appel d'offres, peut-être que ça nous donnera l'envie de créer un lot différent. Alors, sachant que quand on crée un lot, évidemment, c'est pas un lot fléché pour une entreprise. C'est juste se dire, ah bah peut-être qu'on peut réfléchir à construire un lot qui permettra potentiellement à cette entreprise de répondre, mais aussi à d'autres. Et quoi qu'il en soit, dans notre sourcing, l'idée, c'est d'interroger différents acteurs. Et mettre, c'est pas parce qu'un industriel nous dit j'ai vendu à un établissement et mon modèle économique est génial qu'on va pas aller interroger les concurrents. Parce on fonctionne comme un tiers de confiance. Et autant les gros CHU, ils ont parfois la capacité à faire leurs experts, à évaluer et ils ont du poids. On est aussi attendu par beaucoup de plus petites structures qui souhaitent que le RESA se positionne. Enfin, ils vont nous faire confiance. Donc, à nous de bien faire notre travail d'acheteur et ça inclut le sourcing. Nous, ce qu'on fait, notamment au centre de l'innovation, c'est s'assurer que justement des entreprises qui ont des KPI, qui sont poussées par des collectivités ou des acteurs de l'écosystème, et bien, être sûr de ne pas passer à côté et qu'on puisse les intégrer à notre sourcing. Après, si la boîte n'est pas assez mature, si son modèle économique est bancal, si voilà, on la référencera, elle aura plus de mal à remporter le marché. Puisque quoi qu'il en soit, on sera toujours dans le cadre de liberté d'accès, égalité de traitement, voilà, ça on peut pas y déroger. Mais il faut, si vous deviez retenir, et la prochaine fois je ferai une slide là-dessus, comme tout bonne slide qu'on présente devant des investisseurs. Je ferai la slide avec les points à retenir. Donc, point à retenir, c'est que il y a un centre de l'innovation au RESA. On a des formulaires pour se faire connaître. Il faut savoir qu'on travaille aussi sur des calendriers de 4 ans. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'être là au bon moment sur des phases de sourcing et venir de manière assez mature avec des indicateurs et un modèle économique qui, pour nous, est important. C'est qu'il faut qu'il soit éprouvé. On n'est pas les premiers acheteurs. Donc, voilà. Il faut bien considérer dans votre modèle économique toutes les lignes de prestations. Différencier aussi des lignes selon que vous vous adressez à un petit CH, à un CHU, peut-être à un groupement hospitalier qui a plus de lits, ou à une collectivité territoriale. Donc bien réfléchir à vos prix selon le type de client et s'assurer que ces prix, ils sont reproductibles derrière, notamment si vous vous adressez à une centrale d'achat. Voilà ce que je dirais pour synthétiser. Parfait, très bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, j'enverrai le replay, j'enverrai tes documents aux gens présents, Aurélien, Ouais, bien sûr, ouais, je te et transmettrai surtout les liens les slides. Ouais. que t'as. Ah oui, comme il y a des liens sur les slides, c'est mieux si Ouais, vous pouvez les avoir hein, s'il y a une action voilà. derrière. Bah, merci beaucoup, Aurélien. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt chez Digital 113. Et à Ouais. bientôt, Aurélien, du coup. Merci beaucoup pour votre Merci à participation. À très tous. bientôt. À Au dispo. revoir.